This is the first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh program in the series Finding, Organizing and Using Medical Information, created by the Network of African Medical Librarians and Deans with support from the U.S. National Library of Medicine, Bethesda, Maryland. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Abda Anne. Je suis bibliothécaire médical travaillant à l'Université de Bamako au Mali. Dans cette session, je vous invite à discuter de la gestion de l'information. Par gestion de l'information, j'entends des actions qui permettent de collecter et d'organiser de l'information en vue de faciliter sa recherche et son utilisation. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser deux questions. Vous est-il arrivé d'imprimer un document et d'être incapable de le retrouver au moment où vous en avez besoin? Vous est-il arrivé d'avoir des notes, mais de ne plus vous souvenir dans quel document vous les avez puisées? Si cela vous arrive, cela aussi arrivé à d'autres personnes. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Parce que nous gérons mal l'information avec laquelle nous travaillons, nous ne l'organisons pas de façon efficace. Il est donc important d'organiser l'information avec laquelle nous travaillons. Parce que si nous ne la faisons pas, nous nous retrouvons en train d'imprimer les mêmes documents, et d'imprimer et de réimprimer les mêmes documents plus d'une fois. Nous nous retrouvons en train de rechercher la même information plusieurs fois. Il faut donc avoir une bonne stratégie d'organiser et de gérer l'information. Pourquoi c'est important? Parce qu'une bonne organisation aide à se rappeler où se trouve le document. Une bonne organisation aide à se rappeler dans quel document nous avons pris quelle information. Une bonne gestion d'information permet d'économiser le temps et augmente notre productivité. Dans cette session, nous allons nous focaliser sur deux catégories d'informations. Dans cette session, nous allons nous appesantir sur deux catégories d'informations, à savoir les notices bibliographiques et les favoris. Parlons d'abord des notices bibliographiques. Qu'est-ce que c'est? Les notices bibliographiques, également appelées les références bibliographiques. Une référence bibliographique est un ensemble d'informations qui permet de décrire un document. Dans ces informations, nous avons la description de l'identité du document. C'est comme si on établissait la carte d'identité du document à l'aide des informations telles que l'auteur, le titre, la date de publication et autres. Mais en plus de cela, une référence bibliographique peut contenir une indication du contenu du document, peut contenir une indication de l'emplacement du document, où se trouve le document. Il existe plusieurs outils qui permettent de gérer l'information bibliographique, qui permettent de gérer les références bibliographiques. Certains de ces outils sont des outils papier, d'autres sont des logiciels. C'est des logiciels que nous allons parler. Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des références bibliographiques? C'est un programme informatique. Un programme informatique qui permet de collecter, d'organiser, de stocker, de modifier et d'utiliser les références bibliographiques. Il en existe plusieurs des logiciels de gestion des références bibliographiques. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Certains sont des logiciels qui s'installent sur le disque dur de l'utilisateur, d'autres sont des outils qui existent en ligne. Il y a plusieurs choix, mais les critères de choix dépendent de quoi? Quels sont les critères que vous allez utiliser pour choisir tel ou tel logiciel? Votre choix va dépendre du système d'exploitation qu'utilise votre ordinateur. Travaillez-vous avec Windows, travaillez-vous avec Linux, travaillez avec Mac OS? Cela va déterminer la liste des logiciels que vous pouvez utiliser. En plus de cela, il y a les prix. Certains logiciels sont gratuits, d'autres sont payants. Donc, le montant d'argent que vous êtes prêt à investir va aussi déterminer votre choix. Mais il y a également aussi les formats de données. Comment se présentent les données que vous voulez injecter dans les logiciels? Comment vont se présenter les données que vous voulez que le logiciel produise avec vous? Mais vous allez aussi tenir compte des autres outils que vous utilisez pour travailler. Est-ce que le logiciel que vous allez choisir doit pouvoir interagir, collaborer avec les autres logiciels avec lesquels vous travaillez? Je vais vous donner quelques exemples de logiciels qui existent. Un des plus populaires, ça s'appelle EndNote, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres, tels que ProSite, tels que SiteUlike, tels que Conateur. Mais parmi toute cette liste, je voudrais que nous discutions d'un logiciel particulier qui s'appelle Zotero. Zotero, qui est un logiciel libre et open source, disponible sur Internet. Vous pouvez le télécharger à l'adresse www.zotero.org. Zotero avec un Z. Ce logiciel a plusieurs fonctionnalités, parmi lesquelles il vous permet de collecter
et de stocker les références bibliographiques. Il vous permet d'annoter et d'enrichir les références bibliographiques avec vos notes personnelles. Il permet d'organiser et de grouper les références bibliographiques. Il vous permet également de citer les références que vous avez collectées au moment où vous écrivez. Et à la fin de votre travail scientifique, grâce à Zotero, vous pouvez produire automatiquement la liste des références bibliographiques que vous avez utilisées en utilisant le style de citation qui est recommandé, qui est demandé par la personne à laquelle vous allez soumettre votre travail scientifique. En résumé, pour clore ce chapitre sur les logiciels de gestion de références bibliographiques, je recommande d'utiliser un logiciel de gestion de références bibliographiques quand vous travaillez avec les documents, quand vous travaillez avec les références bibliographiques. Avec ce logiciel, créez des collections. Des fois, on les appelle des bibliothèques pour stocker vos informations. Vous pouvez créer une collection par sujet, une collection par type de travail. À l'intérieur des collections, utilisez les étiquettes, utilisez les mots-clés pour décrire le contenu, pour décrire ce que vous avez fait avec le document, bien ce que vous avez l'intention de faire le document. Est-ce que je vais acheter ce document? Est-ce que je dois les commander chez un fournisseur? Est-ce que j'ai déjà lu ce document? Est-ce que je veux les partager avec mes amis, etc., etc. Et citez les documents pendant que vous les utilisez. Donc, si dans votre travail scientifique, vous faites référence aux données, vous faites référence à des idées qui sont contenues dans les documents, citez-les immédiatement, n'attendez pas un autre jour. Maintenant que nous en avons fini avec les références bibliographiques, parlons des favoris, également appelés les signés. Qu'est-ce que c'est? C'est une liste de pages web. Un signé, c'est principalement un rappel de l'emplacement d'un document sur Internet. L'ensemble des sites dont se rappelle l'emplacement constitue les signés. C'est une collection d'adresses de pages web. Il y a plusieurs manières de gérer ces listes d'adresses. Mais une des fonctionnalités les plus proches d'entre nous, c'est la fonctionnalité qui est intégrée dans les logiciels de navigation, dans les navigateurs. Que vous utilisez Firefox, Opera, Internet Explorer, ou bien que vous utilisez les navigateurs intégrés à votre téléphone portable, tous ces logiciels, tous ces navigateurs offrent la fonctionnalité de gérer les listes des pages web dont vous voulez vous souvenir. Dans Internet Explorer, ils sont appelés les favoris. Dans Firefox, ils sont appelés les marque-pages. Mais il s'agit de la même chose. C'est une collection de pages web que vous voulez vous rappeler. Dans un navigateur, comment ajouter une nouvelle adresse? C'est facile. Au moment de la navigation, quand vous découvrez une ressource dont vous voulez vous rappeler, vous cliquez sur un bouton ou un sous-menu pour ajouter cette nouvelle page à la liste des pages existantes. Automatiquement, le navigateur va se rappeler et l'adresse et le titre de la page. Mais ce n'est pas tout. Ces logiciels, ces navigateurs ont des fonctions avancées de gestion des signés. Grâce à cette interface de gestion avancée, vous pouvez créer des dossiers. Vous pouvez ajouter des descriptions et des résumés aux pages que vous avez mémorisées. Vous pouvez ajouter des étiquettes. Les étiquettes et les dossiers permettent de mieux grouper, de mieux gérer les listes de pages web. Pour vous donner une idée, vous pouvez créer des dossiers par type de document. Les articles, les revues, les livres, les boutiques en ligne. Mais également, vous pouvez créer des dossiers par sujet. Médecine, pédiatrie, cardiologie, etc., etc. Mais en plus des navigateurs, vous pouvez aussi gérer la liste de vos pages web. Vous pouvez gérer vos signés, vous pouvez gérer vos favoris en utilisant des sites web, des outils en ligne. Je vais vous donner 3 exemples. Il y a un site qu'on appelle Delicious, mais en plus de cela, des services comme Yahoo, des services comme Google vous offrent la possibilité de gérer en ligne votre collection de signés. Si vous avez une adresse Yahoo, vous pouvez utiliser votre identifiant et votre mot de passe pour gérer vos signés avec ce service. Si vous avez un compte Gmail, vous pouvez utiliser les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe pour gérer vos signés avec ce service. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous aurez un seul compte et un seul mot de passe à vous rappeler. Mais en plus de cela, les références des pages que vous allez stocker là-bas, vous pouvez y accéder de partout où vous avez accès à Internet. Que ce soit dans un supercafé,
que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit en voyage, vous avez accès à votre collection de pages web. Mais ce n'est pas tout. Avec ces outils, vous avez la possibilité de partager vos listes avec vos amis, avec vos collaborateurs. Pour résumer, l'ensemble du chapitre est sur la gestion des références bibliographiques et sur la gestion des pages web. Je conseille de collecter les informations au fur et à mesure que vous les trouvez. Si vous trouvez aujourd'hui une référence intéressante, enregistrez-la tout de suite. Si vous trouvez tout de suite une page intéressante, gardez une trace de cette page. N'attendez pas demain, n'attendez pas dans une semaine parce que vous risquez d'oublier. Pour les références bibliographiques, utilisez les logiciels de gestion des références bibliographiques pour les gérer. Pour les pages web, utilisez les navigateurs et les signes pour les gérer. Il est intéressant, il est mieux d'avoir un seul endroit pour stocker les informations avec lesquelles nous travaillons. Parce que si nous dispersons les informations entre différents ordinateurs, il sera difficile de savoir sur quel ordinateur on a stocké quelle information. Mais en stockant l'information à un seul endroit, il est conseillé d'avoir des copies de sauvegarde. Des copies de sauvegarde au cas où quelque chose arrive à notre lieu habituel de stockage. Ainsi, nous aurons toujours, nous réduisons les risques de perdre les données. Mais n'oubliez pas aussi de supprimer les documents dont vous n'avez plus besoin, de supprimer les références bibliographiques dont vous n'avez plus besoin, de supprimer les pages dont vous n'avez plus besoin. Il existe d'autres outils, il existe d'autres techniques pour gérer et organiser l'information. Nous avons juste fait un bref aperçu, mais pour avoir plus d'informations, je vous conseille de visiter votre bibliothèque et de demander au bibliothécaire qui sera très heureux de vous assister. Je vous remercie. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Abda Anne, je suis bibliothécaire médical à l'Université de Bamako au Mali. Dans cet épisode, je voudrais m'entretenir avec vous de l'évaluation de l'information trouvée sur Internet. Par évaluation de l'information, j'entends un ensemble de démarches et de stratégies permettant, dont le but est de s'assurer de la qualité des informations avant de les utiliser. Par évaluation de l'information, j'entends un ensemble de démarches et de techniques dont le but est de s'assurer de la qualité des informations avant de les utiliser. Mais pour commencer, permettez-moi de vous raconter deux histoires, celle de Samba et celle de Kumba. Samba, c'est qui? Samba est un étudiant à qui il a été demandé de faire un travail scientifique, un travail universitaire. Il est allé sur Internet, il a trouvé des documents qu'il a cités. Malheureusement, son papier a été rejeté par le professeur. Pourquoi? Parce que selon le professeur, Samba cite des documents dont l'auteur n'est pas indiqué. Il cite des documents dont on ignore la date de publication. Il cite des faits dont on ignore les sources. L'autre histoire, c'est celle de Kumba. Kumba est tombée malade, elle est allée à l'hôpital, elle a vu un médecin qui lui a prescrit des médicaments. Elle a acheté les médicaments qu'elle a commencé à prendre. Un jour, elle découvre sur Internet que ces médicaments n'est pas recommandé. Elle arrête immédiatement son traitement. Un autre jour, elle retourne voir son médecin, mais cela lui dit que l'information sur laquelle elle s'est basée pour arrêter son traitement n'est pas une bonne information, n'est pas une information confirmée. Mais quel est le problème de Kumba et de Samba? Ces deux personnes n'ont pas pris le temps d'évaluer l'information. Il est donc important d'évaluer l'information que nous trouvons sur Internet. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que nous utilisons tous l'information, nous utilisons tous Internet pour trouver de l'information. Que nous soyons étudiants, que nous soyons médecins, que nous soyons patients, nous utilisons Internet pour trouver de l'information sur la santé, pour trouver de l'information sur la médecine. Cette information qu'on trouve sur Internet, une partie d'elle est de très bonne qualité, une partie d'elle n'est pas tout à fait de qualité. Mais pourquoi vous, en tant qu'étudiant, vous deviez vous préoccuper de la qualité des informations trouvées sur Internet? Vous devez vous préoccuper de la qualité des informations trouvées sur Internet parce qu'en tant qu'étudiant, vous allez devoir un jour produire un travail universitaire, un travail scientifique. Et la qualité du travail que vous allez produire dépend en partie de la qualité des documents que vous allez utiliser. Mais aussi, vous allez devenir médecin. Et en tant que médecin, vous allez prendre des décisions basées sur des informations.
des décisions qui vont affecter la santé et la vie des gens. Prendre une décision basée sur information incorrecte peut avoir des conséquences néfastes. Mais en tant que médecin aussi, vous allez être confronté à des patients qui, comme Kumba, vont aller sur Internet, vont imprimer de l'information sur laquelle ils vont prendre des décisions. Vous devez donc être en mesure de savoir quels sont les critères qui permettent de déterminer une bonne information et de pouvoir conseiller à vos patients quelles sont les sources les mieux indiquées pour trouver une information de qualité. Alors, quand on parle de l'évaluation de l'information, qu'est-ce que nous entendons par là? L'évaluation est une démarche qui consiste en quoi? Qui consiste à analyser, à critiquer les documents, à noter les documents en leur donnant des points et à prendre une décision concernant ces documents, de les utiliser et de ne pas les utiliser, du degré de confiance qu'on accorde à ces documents. Il existe plusieurs outils, il existe plusieurs guides qui nous indiquent comment évaluer les informations trouvées sur Internet. Un des outils, un des guides les plus populaires s'appelle le HON Code, un code de conduite publié par la Fondation Health on the Net, qui définit 8 principes que les producteurs d'informations médicales en ligne doivent suivre. Parmi ces critères, il y a l'autorité, la complémentarité, la justification et d'autres. Mais qu'est-ce qu'il demande? Que ce site indique qui est l'auteur de l'information et quelles sont ses qualifications. Est-ce que c'est une information produite par un professionnel de la santé ou bien par un journaliste? Et quand ils disent que tel médicament est bon et tel autre n'est pas bon, sur quel fait ils se basent? Qu'ils citent leurs sources. Mais aussi que les sites indiquent que l'information trouvée sur Internet ne doit pas remplacer les médecins. Il y a d'autres critères indiqués dans ce guide. Mais quel qu'en soit, que ce soit le HON Code, que ce soit un autre guide, l'ensemble des critères qu'ils énumèrent peuvent être groupés parmi les critères suivants. Les critères qui ont trait aux patients, les critères qui ont trait au lecteur, celles qui ont trait au contenu lui-même, celles qui ont trait au processus de production, les critères qui ont trait au processus de production et de validation. Ces guides, ils nous indiquent quoi d'autre? Ils nous indiquent les critères, mais en plus des critères aussi, ils nous indiquent quelles sont les questions importantes que nous devons poser pour évaluer un document. Quels sont les endroits que nous devons regarder dans les documents pour trouver les réponses à ces questions. Voici par exemple une liste de questions que quelqu'un peut se poser quand il veut évaluer un document. Vous allez sur Internet, vous trouvez un document, vous voulez établir sa qualité. Voici une liste de questions que vous pouvez vous poser. Qui est à l'origine du document? Autrement dit, qui a produit le document et dans quel but? Est-ce une société commerciale qui veut vendre quelque chose? Est-ce une association professionnelle des professionnels de la santé? Quelles sont les motivations? Est-ce que c'est pour vendre quelque chose? Est-ce que c'est pour discréditer un concurrent? Est-ce que c'est réellement pour le bien du patient? Le public cible. À qui est destiné le document? Est-ce que vous faites partie de ce groupe cible? Êtes-vous patient? Êtes-vous médecin? Est-ce que le document est destiné aux professionnels de la santé? Est-ce que le document est destiné aux étudiants? Quelles sont les sources dont se sont servis les auteurs pour créer le document? Les informations qui sont dites, les faits qui sont rapportés, sont basés sur quelle source? Sur quel document? Quel est l'âge du document? Est-ce un vieux document ou bien est-ce un document récent? Le document est clair? En lisant le document, êtes-vous capable de faire la différence entre les faits rapportés et l'opinion de l'auteur? En lisant le document, arrivez-vous à faire la différence entre l'opinion de l'auteur et les faits? Indique-t-elle les sources de financement? Indique-t-elle si la publicité et les sources de financement ont une certaine influence sur la qualité des informations? Voici des exemples de questions que vous pouvez vous poser. Mais ces questions, où est-ce que vous allez trouver ces réponses? En plusieurs endroits. Vous pouvez trouver ces réponses en dehors des documents que vous évaluez, mais vous pouvez aussi les trouver à l'intérieur des documents, en dehors. Prenons par exemple les livres. Vous pouvez trouver des informations concernant les livres dans les catalogues de bibliothèques. Dans un catalogue, vous allez pouvoir déterminer l'auteur d'un document, vous allez pouvoir déterminer l'éditeur d'un document, vous allez pouvoir déterminer la date de publication d'un document. C'est déjà un bon départ pour choisir un livre. Pour les pages web, vous pouvez utiliser les répertoires qui aussi indiquent le producteur de la page web, qui indique la date de dernière modification
de la page web et qui contient d'autres informations qui vous permettent de décider d'utiliser ou de ne pas utiliser. Mais si vous avez choisi le livre, la page de titre, la page de couverture, les tables de matière sont des éléments qui peuvent permettre de trouver des réponses à ces questions. Si la page de titre, habituellement vous allez avoir en plus du titre les noms des auteurs, l'organisme qui est derrière la production de ce document, l'éditeur de ce document. Vous allez aussi pouvoir trouver la date de publication. Dans la partie introductive, habituellement, on indique quelles étaient les intentions du producteur, à qui est destiné le document, dans quel but ce document a été produit. En plus de cela, dans l'introduction, il est souvent indiqué comment est-ce que les données ont été collectées, comment est-ce que cette information a été créée, éditée, validée. En ce qui concerne les pages web, l'adresse de la page, le haut de la page, le bas de la page sont autant d'endroits où vous pouvez trouver de l'information qui vous permet d'évaluer. Habituellement, grâce à l'adresse, il est possible de déterminer la qualité ou à peu près la catégorie dans laquelle évolue la personne, l'organisation qui a créé le site. Grâce à l'URL ou bien l'adresse, il est possible de savoir si la société, si l'organisme a une orientation commerciale, gouvernementale ou bien associative. Il est également possible, grâce au bandeau, de savoir exactement quelle est l'organisation qui est responsable du contenu qui est publié sur ces sites, qui a accepté en tout cas de mettre ces contenus sous son aile. En plus de cela, au bas de la page, très souvent sur les pages, est indiqué les dates de création ou bien les dates de dernière modification. En plus de cela, les pages, les sites web ont un lien à propos de nous, pour plus d'informations. En cliquant dessus, habituellement, vous avez de l'information, beaucoup plus d'informations sur l'organisme qui est responsable du contenu, vous avez plus d'informations sur les auteurs, vous avez plus d'informations sur le processus de création, de révision et d'évaluation et de validation du contenu. En résumé, retenons que l'Internet est une source majeure d'informations, une source majeure pour nous tous dans les domaines de la santé, que nous soyons médecins, que nous soyons patients, que nous soyons étudiants. Cette source contient beaucoup d'informations. Une partie, ce sont des bonnes informations, une autre partie contient des mauvaises informations. Il est donc important d'évaluer pour savoir quelles sont les bonnes informations et quelles sont les mauvaises. L'évaluation de l'information est un processus. Un processus fait constitué de plusieurs étapes. Poser d'abord des questions, chercher les réponses en regardant différentes parties du document. Une fois avoir trouvé ces réponses, noter les documents, évaluer le document, lui donner une note, avoir son appréciation personnelle et après cela, décider du degré de confiance qu'on va accorder à cette ressource. Si vous décidez d'utiliser une ressource, prenez la peine, souvenez-vous d'enregistrer, de garder une trace de ce document et pour avoir plus d'informations sur comment gérer correctement l'information, référez-vous à la vidéo, une vidéo sur ce sujet dans cette série. Vous voulez en savoir plus sur la question de qualité et d'évaluation des sites web? Je vous conseille vivement de visiter votre bibliothèque, de vous adresser à un bibliothécaire qui sera très heureux de vous aider et de vous orienter. Je vous remercie. Please see all the 7 training programs in our YouTube series.